Des nominations à la Banque centrale du Congo et à la Régie des voies aériennes. Il s'agit respectivement de Malangou Kabedi Mbouyi, ancienne chef de mission au Fonds monétaire international, et de Alphonse Shungu. Le Sénat autorise des poursuites judiciaires contre Matata Ponyo par la Cour constitutionnelle. Une décision de levée d'immunité transmise hier lundi au procureur général par Modeste Bachi Lukwebo. Marie-Olive Lembe Kabila, au chevet des sinistrés de Goma, accompagnée d'une forte délégation, l'épouse de l'ancien chef de l'État n'a lésiné sur aucun moyen pour essuyer les larmes et offrir le sourire à ses concitoyens touchés par l'éruption volcanique. Fier de ce qu'est devenu la presse de Kinshasa grâce à ses réalisations, notamment en termes de prestations, Jean-Marie Kassamba veut briguer un deuxième mandat à la tête de l'UNPC Kinshasa. Le journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Une femme vient d'être nommée à la tête de la Banque centrale du Congo. Il s'agit de Malangou Kabedi Mbouyi, ancienne chef de mission au Fonds monétaire international. Elle remplace à ce poste Deogracias Mutombo qui a été nommé PCA à l'ARCA. Pour sa part, Alphonse Shungu, nommé directeur général de la Régie des voies aériennes. Ces ordonnances ont été lues sur les antennes de la RTNC. Malangou Kabedi Mbouyi est désormais gouverneur à la Banque centrale du Congo. C'est ce qui ressort des ordonnances lues sous les antennes de la RTNC par le porte-parole de la présidence. Malangou Kabedi remplace à ce poste Deogracias Mutombo, qui est nommé président du conseil d'administration de l'autorité des régulations des assurances, ARCA en sigle. Dieudonné Fikiri et William Pambou sont nommés vice-gouverneurs de la Banque centrale. Sont nommés administrateurs Thomas Batelé, Bolekeli, et ces deux gouverneurs seront accompagnés par 7 autres administrateurs. La Banque centrale du Congo a été créée le 30 juillet 1951. Elle est une institution publique de la République démocratique du Congo qui a comme mission de maintenir la stabilité monétaire en République démocratique du Congo. Malangou Kabedi Mbouyi est une expérimentée fonctionnaire internationale. Elle a notamment travaillé pour le Fonds monétaire international où elle était chef de mission au Burkina Faso. Malangou Kabedi Mbouyi est née le 1er février 1958 à Kananga. Elle est mariée et mère de 2 enfants. Elle a fait ses études supérieures à l'Université libre de Bruxelles où elle a obtenu une licence en économie et une maîtrise en économétrie. Au cours de sa carrière professionnelle, elle a principalement travaillé comme économiste au Centre d'économie appliquée de l'Université libre de Bruxelles pendant 1 an, au département des études de la Banque centrale du Congo, à l'époque appelée Banque du Zaïre, pendant 2 ans et enfin au Fonds monétaire international pendant 32 ans. Sa carrière au FMI a couvert des postes multiples et variés, économiste dans 5 pays successifs, enseignant à l'Institut de formation du FMI, conseiller principal à l'administrateur en charge des pays africains francophones au conseil d'administration du FMI, représentant résident du FMI au Bénin et au Cameroun, respectivement assistant au directeur du département Afrique, chef des divisions adjoints et chef des missions pour 5 pays et directrice du centre régional d'assistance. Elle est la première femme gouverneure de la banque. L'une des tâches de la nouvelle dirigeante sera d'amener à bien le renforcement de l'économie, de l'autonomie de la Banque centrale, suivant les recommandations du FMI. Les pays attendent de l'organisation de la concrétisation de l'accord de prêt de 1,5 milliard de dollars sur 3 ans. Le président du Sénat, Modeste Bachi Lukwebo, a transmis hier lundi au procureur général près la Cour constitutionnelle la décision du Sénat portant autorisation des poursuites et levée d'immunité de Augustin Matata Ponyo. Le sénateur est soupçonné d'avoir détourné des fonds, notamment dans la réalisation du projet Bukangalonzo. Enfin, le bureau du Sénat vient d'autoriser des poursuites à l'encontre du sénateur Augustin Matata Ponyo. Il a transmis les dossiers y afférents au procureur général près la Cour constitutionnelle. Ce après une réunion du bureau de cette chambre à laquelle Matata Ponyo a pris part. Il s'agit de la décision portant autorisation de poursuite et levée des immunités, a dit le président du Sénat, Bahati Lukwebo.
Le procureur général de la République Jean-Paul Mukolo a adressé le 24 juin dernier au président du Sénat un réquisitoire au fin d'obtenir l'autorisation d'instruction d'un dossier à charge de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Il s'agit cette fois-ci des faits de détournement des deniers publics des fonds destinés à l'indemnisation de 300 personnes qui seraient propriétaires de biens aérianisés. Le procureur général près la Cour constitutionnelle relate qu'Augustin Matata Ponyo aurait conclu en 2011, alors qu'il était ministre des Finances, un protocole d'accord en vue de permettre au gouvernement congolais d'indemniser 300 anciens propriétaires de biens aérianisés. Devenu Premier ministre, Matata Ponyo aurait décaissé plus de 11 milliards 907 681 881 $ entre 2010 et 2013. Toujours selon ces réquisitoires, des enquêtes menées au sein de la direction de gestion de la dette publique n'ont trouvé aucune trace de ces 300 créanciers qui auraient perdu leurs biens meubles et immeubles du fait de la aérianisation. Les procureurs généraux de la République avaient déjà saisi à plusieurs reprises le Sénat en vue d'obtenir la levée des immunités du sénateur Matata Ponyo, mais sans parvenir à obtenir cette autorisation. C'était après les enquêtes menées par l'inspection générale des finances sous la débâcle du projet de Boukangalonzo. Réunion hier lundi autour du Premier ministre Samalou Kondé pour la mise en place d'une commission chargée de rédiger une feuille de route du processus de recensement et d'identification de la population en RDC. Vous le savez, quelques politiques considèrent que cet exercice est un préalable pour des élections apaisées en 2023. Dans le but de doter chaque Congolais d'une carte d'identité et organiser les élections crédibles en 2023, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a, dans son cabinet de travail, réuni 4 membres du gouvernement, à savoir Daniel Asselo, vice-premier ministre de la décentralisation affaires coutumières, M. Mwando Ntimba, Christian, ministre d'État, en charge du plan, M. Kazadi Kadima Nzouji Nicolas, ministre des Finances, et M. Kolongele Eberande, ministre du Numérique, pour parler et des responsables des services spécialisés dans le domaine du recensement et d'identification de la population ont été également conviés à cette séance de travail. Il ressort de cette réunion interministérielle que le chef du gouvernement a instruit qu'une commission spéciale soit mise en place pour produire en ayant 10 jours une feuille de route du processus de recensement et d'identification des Congolais en perspective des élections de 2023. Échanger ensemble sur le processus du recensement ou de l'identification de la population congolaise, parce que tout le monde le sait, d'ici 2023 ou en 2023, le pays devra organiser les élections nationales. C'est pour cette raison très principalement que son Excellence Monsieur le Premier ministre a bien voulu nous inviter ce jour pour qu'ensemble, et les 4 ministères et le service rattaché à ces ministères-là, de manière à nous permettre au jour d'aujourd'hui de voir ce que nous devons commencer à faire. Donc il y a toute une voie à suivre et pour cette fin-là, une commission venait d'être mise en place de manière à ce que d'ici 10 jours, un cahier de charges soit soumis à son Excellence Monsieur le Premier ministre. Par cet engagement, l'on comprend bien la détermination du gouvernement des Warriors d'organiser les élections de 2023 et avant tout les recensements de tout Congolais. Marie-Olive Lembe Kabila foule le sol de Goma ce mardi à bord d'un Airbus 330, accompagné d'une forte délégation au secours des sinistrés, autres victimes de l'éruption volcanique du mois de mai dernier. La ville de Goma est celle qui a vu grandir l'épouse de Joseph Kabila et où elle mène des activités philanthropiques, notamment un home de vieillards dans lequel plus de 150 personnes de 3e âge y trouvent soins, nourriture et logement, un orphelinat et un centre de santé. C'est à ce juste titre que la fondatrice de Initiative Plus ELK, touchée par le malheur de ses concitoyens, qui lui ont réservé d'ailleurs un accueil chaleureux, comme vous pouvez le voir sur ces images. Et pour sa part, elle n'a lésiné sur aucun moyen pour essuyer les larmes et offrir le sourire.
À quelques jours du vote à l'UNPC, les journalistes de la capitale se rangent derrière la candidature de l'expert Jean-Marie Kassamba au poste de président provincial de l'Union nationale de la presse du Congo. Jean-Marie Kassamba compte poursuivre avec les réformes et innovations déjà amorcées. Votre compétence, votre professionnalisme, vos qualités humaines, notamment votre capacité d'écoute, votre esprit d'ouverture, votre sens du dialogue, votre niveau spirituel élevé en dignité ont assuré le succès de votre mission. Jean-Marie Kassamba est effectivement porté par ses pairs. Les journalistes de la capitale congolaise veulent un poids lourd et quelqu'un qui a du répondant à la carrure de Jean-Marie Kassamba. Nous tendons vers les élections au niveau de l'UNPC section Kinshasa. J'estime jusque-là la seule candidature qui jusque-là m'a impressionné, c'est celle du président sortant de la section UNPC Kinshasa. Ce n'est pas parce qu'il est Jean-Marie Kassamba, mais c'est parce que l'on vote quelqu'un sur la base de son passé et de son projet de société. Lorsqu'il s'agit d'interroger le passé, nous voyons quand même certaines réalisations. Le fait d'abord, vous savez que le siège de l'UNPC n'était pas digne de son nom. Mais l'on a constaté qu'avec Jean-Marie Kassamba, le siège a été quand même aménagé, réhabilité. Pourquoi le choix de Jean-Marie Kassamba? C'est parce que Jean-Marie Kassamba, c'est un grand journaliste. Jean-Marie Kassamba, c'est un chevronné. D'abord, il faut le savoir. Jean-Marie Kassamba a révolutionné le monde des médias en République démocratique du Congo. Jean-Marie Kassamba a eu à former beaucoup de journalistes qui font la fierté de notre pays. Jean-Marie Kassamba a été plus proche des journalistes et surtout, quand les journalistes sont menacés, Jean-Marie Kassamba est à côté des journalistes. Les journalistes chinois, tout le monde est loin. Et puis, Photozala, n'a accès à voter, il faut te foutre quand même à tous en carte. Il y a eu une PC. Mais il faut en règle na bango na les cotisations. Ce que je vous demanderai seulement, bokende rapidement, que vous allez en ordre na UNPC. Pour te faire sa confiance na biso na nani na Jean-Marie Kassamba. Azako la aigle ya communication à Kinshasa. Vaut mieux voter Kassamba pour la qualité, ya musala na biso comme ça mieux. Kinshasa na biso, ba journaliste comme est belé na niveau moins incroyable. Même mutu oyo akosala kino, ba journaliste ya qualité ba bima na Kinshasa. C'est Jean-Marie Kassamba. Zoabiloko, Kassamba Zoabiloko. Tous les journalistes, Zoabiloko. Tout voté Kassamba. Tu n'auras jamais déçu. Qu'il faut noter est que le retour de Jean-Marie Kassamba à la tête de l'UNPC Kinshasa ne relève nullement pas de sa volonté personnelle, mais plutôt d'un ordre lui intimé par ses pairs et aussi par le patriarche Joseph Boukar Kassonga Chilunde peu avant sa mort. Au sujet du prétendu décès causé par un vaccin anti-Covid-19, le ministre de la Santé a diligenté des enquêtes pour éclairer l'opinion suite à cette mort. Jean-Jacques Mbungani a, à travers un communiqué signé le 5 juin dernier, invité les Congolais au calme. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention appelle la population congolaise au calme après le décès d'une personne le lendemain du jour de sa vaccination. Le docteur Jean-Jacques Mbungani promet par ailleurs de faire la lumière sur les causes de ce décès dans les prochains jours. Encore le ministre, en complément aux investigations menées par nos services, le groupe d'experts indépendants composé d'éminents professeurs d'université et des spécialistes en la matière est déjà mobilisé quant à ceux et nous donnera les conclusions de son rapport. En attendant, nous appelons la population au calme et leur promettons que toute la lumière sera faite dans le prochain jour concernant les causes de ce décès. Selon le ministre, les investigations préliminaires menées par l'équipe de son ministère et de l'Organisation mondiale de la santé indiquent que la victime est un homme âgé de 56 ans qui s'est présenté au site des vaccinations le samedi 3 juillet dernier et qui a reçu sa première dose de vaccin contre la Covid-19 à 11h45 minutes. Conformément à la procédure, il a été observé au site de vaccination pendant les 30 minutes suivant l'injection avant d'être libéré avec la recommandation de contacter l'hôpital en cas de survenue d'un effet indésirable.
À cet effet, il rappelle que les effets secondaires immédiats liés aux vaccinations connues sont la syncope et le choc anaphylactique, survenant en général 15 à 30 minutes après l'injection. L'autre effet indésirable connu peut être la thrombose qui, elle, intervient en général 4 à 20 jours après la vaccination. Le ministre de la Santé dit partager la douleur de la famille éprouvée et réaffirme toutefois que la vaccination reste une intervention dont les bénéfices ne sont plus à démontrer. Il s'est signalé que la République démocratique du Congo administre jusque-là le vaccin AstraZeneca. Ce vaccin est critiqué du fait que certaines personnes qui l'ont reçu ont présenté par la suite des effets secondaires néfastes, notamment la création de cailloux sanguins. Le président de la République a, lors d'une interview diffusée sur la radio-télévision nationale congolaise le 30 juin dernier, réaffirmé son refus de recevoir le vaccin AstraZeneca. Il a assuré qu'il va se faire vacciner contre la pandémie du Covid-19 à l'arrivée d'autres types de vaccins. Le cardinal Laurent Mosengo, ancien archevêque de Kinshasa qui se trouve dans un état critique, a finalement quitté Kinshasa ce lundi 5 juillet à bord d'un avion médicalisé. Laurent Mosengo, qui a reçu la visite du couple présidentiel ce dimanche, doit ainsi rejoindre Paris pour des soins appropriés. C'était au cours de son homélie de ce même dimanche que son successeur, le cardinal Fridolin Ambongo, a demandé de porter en prière celui qui a dirigé la conférence nationale souveraine. C'est une situation qui n'existait pas encore il y a quelques années. Depuis peu, des aveugles envahissent les grandes rues de la ville et ça donne à la mendicité à longueur des journées. Qu'est-ce qui a causé cette situation? D'où viennent-ils? Qu'est-ce qu'il faut pour y remédier? Christopher Ochokoum a pris part à une réunion du Centre de formation ophtalmologique d'Afrique centrale où la question de cette partie vitale du corps humain a été évoquée. À chacun des feux rouges, il se faufile entre les véhicules, s'accrochant à des enfants en âge de scolarité, mais qui ne les lâchent pas d'une semelle. Il tente désespérément de susciter la compassion des transporteurs, la main tendue avec quelques phrases à peine audibles. D'après les informations recueillies lors de cette journée portes ouvertes du Centre de formation ophtalmologique d'Afrique centrale, CFOAC, il y a encore quelques années, ces personnes vulnérables étaient prises en charge dans un centre spécialisé dans la commune de Mongafula. Seulement, faute des moyens, ils ont opté pour la rue afin de trouver de quoi survivre au quotidien, car sans la vue, ils se sentent quasi inutiles pour la société. D'après les données du CFOAC, la RDC, de par sa superficie, possède le plus grand nombre d'aveugles ou des personnes vivant avec des problèmes de vue en Afrique centrale. Ce centre, soutenu par le Bureau diocésain des œuvres médicales, affirme que parmi les causes de cette situation figurait notamment le manque de spécialistes, les ophtalmologues, dans le pays. Mais depuis son installation ici en République démocratique du Congo, des apprenants de plusieurs pays viennent puiser de la matière ici et sont d'un grand soutien à travers le pays et surtout dans les milieux les plus défavorisés. Longtemps resté silencieux, le CFOAC a décidé de sortir de l'ombre et de faire son marketing aujourd'hui à travers ses journées portes ouvertes pour bénéficier davantage d'attention, vu sa tâche louable. Sa mission actuelle est orientée vers le développement d'une institution universitaire accréditée pour la formation et la recherche en ophtalmologie. Le CFOAC dispose des infrastructures pour la formation pratique en ophtalmologie et bénéficie de l'appui des partenaires, dont Christian Blind Mission. En Afrique, une centaine de jeunes Nigériens lycéens ont été kidnappés dans le nord-ouest du pays, frappés par une série d'enlèvements de masse. Il s'agirait d'un groupe armé communément appelé bandits par les autorités. Et en sport, l'Italie va jouer l'Espagne ce soir pour le compte des demi-finales de l'Euro 2020. Ce sera le cas pour l'Argentine de Léo Messi qui fera face à la Colombie, mais en Copa América. Hier, le Brésil s'était qualifié en finale après sa victoire d'1-0 face au Pérou. La Seleção a pu valider son ticket pour la finale grâce à sa victoire d'1-0 face au Pérou lors de la demi-finale jouée cette nuit. L'unique but du Brésil a été marqué à la 35e minute de jeu par l'entremise de Lucas Paqueta qui a été bien servi par Neymar Junior. Les Brésiliens ont souffert en deuxième période mais ont réussi à faire l'essentiel face aux Péruviens. La Seleção affrontera dimanche en finale le vainqueur de l'autre demi-finale qui opposera cette nuit l'Argentine de Léo Messi à la Colombie. En cas d'une qualification de l'Albiceleste en finale, ce sera une retrouvaille entre Léo Messi et Neymar Junior.
Dans le vieux continent, l'Euro 2020 va se poursuivre ce soir avec le choc Italie-Espagne. Pour le compte de demi-finale, la Squadra Azzurra avait réussi à écarter la Belgique en quart de finale. L'Espagne était passée près du gouffre face à la Suisse pour arracher son ticket après la séance des tirs au but. Dans l'autre demi-finale, l'Angleterre qui a écrasé l'Ukraine jouera Danemark qui a battu la République tchèque. Et on passe au rappel des principaux titres. Des nominations à la Banque centrale du Congo et à la Régie des voies aériennes. Il s'agit respectivement de Malangou Kabedi Mbouyi, ancienne chef de mission au Fonds monétaire international, et de Alphonse Chungu. Le Sénat autorise des poursuites judiciaires contre Matata Ponyo par la Cour constitutionnelle. Une décision de levée d'immunité transmise hier lundi au procureur général par Modeste Bahati Lukwebo. Marie-Olive Lembe Kabila au chevet des sinistrés de Goma, accompagnée d'une forte délégation, l'épouse de l'ancien chef de l'État n'a lésigné sur les moyens pour essuyer les larmes et offrir le sourire à ses concitoyens touchés par l'éruption volcanique. Fier de ce qu'est devenue la presse de Kinshasa grâce à ses réalisations, notamment en termes de prestations, Jean-Marie Kassamba veut briguer un deuxième mandat à la tête de l'UNPC Kinshasa. La revue de presse, c'est dans un instant. Merci de rester avec nous. Et le tour d'horizon de ce mardi, c'est avec Jenny Kayembe qui nous rejoint dans ce studio. Bonjour Jenny et bienvenue. Bonjour Amina Bayombo, bonjour à tous. Présumé détournement des fonds d'indemnisation des victimes de la zaïrianisation, le bureau du Sénat décide de lever les immunités de Matata Ponyo. Tout à fait, cette décision est intervenue après l'audition du sénateur Augustin Matata Ponyo hier à l'issue de la réunion extraordinaire. Sur les 7 membres qui composent le bureau du Sénat, 6 ont pris part à cette réunion et ont voté pour autoriser les poursuites et lever des immunités de cet ancien Premier ministre, rapporte La Prospérité. Augustin Matata Ponyo est accusé d'avoir ordonné plusieurs paiements au profit des 300 propriétaires qui auraient perdu leurs biens lors de la zaïrianisation, complète Forum des As. Et pour sa part, l'intersyndicale de la direction des gestions de la dette publique dément cette affirmation du procureur général de la Haute Cour. Pour la DGDEP, ces dossiers n'ont jamais existé dans les grands livres de la dette publique. Ce service public de l'État estime que ce sont des dossiers montés dans l'unique but de salir son image et celle du sénateur Augustin Matata Ponyo. La DGDEP demande par ailleurs au procureur général de rectifier son réquisitoire et des réactions Amina Bayombo ne cessent de tomber. La dernière en date est celle d'une trentaine d'ONG de droits de l'homme et mouvements citoyens repris par YabiSoNews.cd qui condamnent la décision du bureau du Sénat tout en relevant la violation du règlement intérieur de la Chambre haute du Parlement. Lutte contre la Covid-19, un homme aurait succombé après sa prise de vaccin à Kinshasa. Effectivement, cette nouvelle vient d'après plusieurs commentaires des Congolais sur la toile soutenir la position du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait lors de sa dernière sortie médiatique émis des doutes sur l'utilisation du vaccin AstraZeneca. La victime est des sexes masculins. L'homme de 56 ans qui s'est présenté au site des vaccinations samedi pour recevoir sa première dose de l'AstraZeneca. Note politique RDC.net. Et le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbungani, qui a ordonné le début des enquêtes. Question de faire lumière sur les causes de ces décès dans les prochains jours, rapporte 7sur7.cd, appelle la population au calme face à ce qu'il qualifie des campagnes de désinformation et des inquiétudes autour du vaccin AstraZeneca, l'unique utilisé en République démocratique du Congo. Et au Mali, pour finir, un mandat d'arrêt international a été lancé contre Karim Keïta. Effectivement, c'est à la demande d'un juge d'instruction du tribunal des grandes instances de Bamako. Karim Keïta est fils de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, également ancien député malien. Ce dernier est soupçonné d'avoir participé dans l'affaire du journaliste malien Birama Touré, disparu, rapporte Radio France Internationale. Karim Keïta a trouvé refuge à Abidjan après le coup d'État militaire qui a renversé son père en août 2020. Demande toute implication dans cette affaire, rapporte Le Monde.fr. Il affirme plutôt être victime d'un complot entre l'ancien directeur de son père et ce journaliste d'investigation, Birama Touré. C'était votre revue de presse de ce mardi. Merci Jenny Kayembe. Merci à vous autant. Merci à tous de votre attention. L'actualité continue sur votre chaîne. À très bientôt.
Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.